mission un peu. Le sweet spot qu'on a trouvé, c'est la règle du 40, qui est un concept assez familier comme pour les entreprises plus matures. On l'a peut-être implanté d'une façon un peu hâtive dans un business comme Agendrix, mais on le fait encore juste en croissance. Mais l'idée, c'est de dire, quand tu additionnes ton taux de croissance année après année, puis tu additionnes à ça ta marge de profit ou ton BAYA, peu importe comment tu calcules tes trucs, tu vas arriver à plus que 40%. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Allaire, dis-je bien, de Agendrix. Aujourd'hui, le titre de l'épisode s'appelle « Créer une entreprise technologique pour révolutionner les pratiques RH modernes ». Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu, qui, avec l'aide de ses associés, a bâti une entreprise qui est quand même assez connue au Québec et à l'extérieur du Québec. Donc, on va avoir en fait le plaisir d'approfondir le thème de Agendrix. Puis surtout, une entreprise que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance d'animer en fait un panel avec l'associé de Mathieu dernièrement sur le débat sur la semaine de 4 jours, donc sur les pratiques RH modernes. Donc, Mathieu Allaire, cofondateur et président de chez Agendrix. Bienvenue sur le podcast. Merci, JP. Merci d'avoir accepté l'invitation. Gros coup de cœur pour votre entreprise. J'ai rencontré ton associé Sébastien dans le cadre en fait, l'espèce de rencontres annuelles là, sur les pratiques RH modernes là, présentées par les affaires. Puis il y avait un panel d'affaires, donc sur la semaine de 4 jours. J'étais là, Sébastien était là. Gros coup de cœur. J'avais déjà entendu parler d'Agendrix quand vous créez vos genres d'agenda virtuels, feuilles de temps au début de l'entreprise. Puis là, ça a beaucoup évolué. Parle-moi un petit peu justement de ton parcours, du parcours d'Agendrix. Ça fait à peu près le même nombre d'années que nous autres, vous êtes en affaires. Je pense que ça fait 8 ans dans ces environs-là. Donc, tu sais, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qu'Agendrix puis comment Mathieu Allaire contribue au succès qu'est aujourd'hui cette entreprise-là. Ouais. Agendrix, on a fondé ça en 2015. Ça fait quelques projets, j'étais avec mes mêmes associés. Là. Donc, dès le cégep, j'ai rencontré mon collègue qui est cité aujourd'hui, Charles. On a fait notre technique en informatique ensemble. On s'est rencontrés en jouant à Counter-Strike. Ah oui. Quand même, Au Original ou à CSGO? c'est 1.6. On joue à CS 1.6, ok. 1.6. Quand même, ça, c'est les OG, là, les Non, 1.6. il y a Source, Pigo, là, c'est OG. Fait que c'est ça. Puis on a juste remarqué qu'on a des noms comme francophones québécois, puis on s'est écrit, puis ça a donné qu'il était basé à Victoriaville. OK. Puis moi, j'étais à Sherbrooke, et il était un petit peu plus vieux que moi, puis en tout cas, il venait de perdre une année en sciences humaines là, au cégep, puis j'ai dit, hey, comme les deux on programmait à ce moment-là, même on avait comme 17 ans peut-être, dans ce coin-là, 16-17 ans. Puis j'ai dit, ben là, viens étudier en informatique avec moi à Sherbrooke, on va avoir du fun. Puis il y avait des connaissances dans le coin, puis il a dit, OK, let's go. Puis il est venu à Sherbrooke, on a fait toute notre cégep, après ça, notre université ensemble, notre bac en informatique. Fait que Charles, c'est comme mon partner de tous les temps. Puis pendant le cégep, on a rencontré notre autre partner, Sam, qui est maintenant le directeur marketing. OK. Que c'était comme dans nos premières entreprises, l'espèce de gars d'admin. C'est le traditionnel. On a une personne ou deux tech, puis là, ça te prenait notre gars d'admin. Fait que, Toujours. on est allé chercher Sam pour le volet plus administratif, puis toutes les choses qu'on ne voulait pas faire à l'époque. Donc, dans ces projets-là, on a eu un babillard d'emploi, on a eu un logiciel de gestion immobilière. Après ça, on a pivoté ça en agence parce que nos SaaS de l'époque ou nos projets de l'époque n'avaient pas levé, ça n'avait pas fonctionné. Puis avec l'agence, c'est ça, on a fait ça 2 ans et quelques. Ça a bien été quand même. Ça a été notre premier succès. Et c'est là qu'on a rencontré un homme de la région là, qui, lui, avait eu restaurant, hôtel dans sa vie passée d'homme d'affaires, puis avait vraiment comme expérimenté le pain de gérer des horaires, des changements dernière minute, souvent communiquer ça. Donc, l'espèce de connaissance terrain venait beaucoup de ce partenaire-là. Donc, au début, il est rentré dans notre giron avec l'agence. Donc, on l'a aidé, développer des trucs via l'agence. Puis maintenant, on a vu le potentiel en ce produit-là, même si à l'époque, il n'y avait pas de clients, il y avait juste peut-être 2-3 bêta users d'organisations qui testaient l'application. On a vu le potentiel quand même. Puis nous, on voulait vraiment retourner à
à ce qui nous faisait triper, là, développer notre propre produit. On avait comme eu une rencontre entre actionnaires, puis on s'est dit, hey, tu sais, l'agence, c'est le fun, mais c'est moins ce qui nous fait vibrer sur le long terme. C'est souvent un Mhm. petit peu plus en dents de scie. On avait de la misère à trouver des comptes payants avec des contrats long terme, là. Donc, c'était beaucoup des montagnes russes au niveau des cash flows. Puis, on s'est dit, OK, ben, écoute, on est encore jeune, puis on va tout amener notre équipe de l'agence, on va s'associer à lui, créer une nouvelle entité. Puis, c'est ce qu'on a fait, 2014-2015. Puis, c'est ça, on a les mêmes employés encore depuis le début là, au niveau qu'on avait à l'agence. Et j'ai encore les mêmes Sam et Charles sont encore là aussi dans l'entreprise. On a racheté il y a un petit peu plus d'un an notre actionnaire là, qui avait la connaissance du marché, là, André, donc qui est actionnaire majoritaire. On l'a racheté un petit peu plus d'un an avec BDC puis Desjardins. Et ouais, c'est un petit peu d'où qu'on vient. Puis c'est ça, l'entreprise a toujours été basée à Sherbrooke. Là, maintenant, on a pris une approche remote first depuis la pandémie. Mais je dirais quand même la majorité des gens sont dans les cantons de l'Est, là, que ce soit Offord, Magog. Dans ce coin-là, on a des employés à Montréal aussi. Mais souvent, on s'est un peu différencié, surtout pré-COVID, avec la marque employeur de toute l'approche des cantons de l'Est, le plein air, le outdoor, aller jouer, aller explorer. On a la chance à Sherbrooke, par exemple, d'avoir une montagne en pleine ville où ce qu'on peut aller faire, par exemple, du mountain bike. On peut aller skier en 10 minutes. Donc, il y a comme, on a attiré beaucoup de ces gens-là qui cherchaient un peu cet équilibre de vie-là, ce lifestyle-là. Donc, on a beaucoup basé notre marque employeur autour de ça, de cet équilibre-là. Puis, ça a bien fonctionné, là, somme toute. Ben, puis en fait, c'est ça le but de l'épisode. Merci pour l'introduction. Tu sais, le but de l'épisode, c'est de parler justement d'entreprises technologiques qui révolutionnent les pratiques de RH modernes. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment ça que vous avez réussi à faire. Je suis quand même depuis plusieurs années. Puis, c'est arrivé plusieurs fois dans le fil de discussion avec ma personne de RH en interne. C'était comme, hey, c'est cool, check ce que Agendré sont fait, puis check telle affaire. Puis, dans une entreprise de technologie en région, on s'entend, on est toujours habitué là, je vais les nommer, mais tu sais, on l'a reçu sur le dernier épisode, là, Simon Deben. On est habitué au GSoft, aux grosses entreprises de tech informatique ou juste de tech pur et dur là, à Montréal. Mais un, ça s'est donné en région depuis plusieurs années de votre côté. Puis deux, vous avez eu une approche de dire, ben, on va appliquer des pratiques RH modernes à notre entreprise, puis on veut en fait que ça se transcende dans notre offre de service puis auprès de nos consommateurs. Fait que je crois en fait que c'est ça vraiment qui est la partie la plus fascinante de votre entreprise, c'est que ça fait longtemps que vous avez les deux pieds dedans, là, comment que la main-d'œuvre vont interagir avec leur chèque de paye, avec leurs agendas, avec différents aspects là-dedans. Fait que peut-être m'expliquer un petit peu à Gendrix qu'est-ce que vous faites dans le quotidien, dans le day-to-day, puis dans le fond, un peu c'est parti de où l'outil, puis là aujourd'hui c'est rendu à quoi là en termes de proportion. Ouais. Euh, à Gendrix, ça a parti vraiment dans toute la gestion d'horaire. Donc, l'espèce de pain point numéro un qu'on voulait adresser, c'était vraiment au début la création puis le partage d'horaire. Donc, la problématique, c'était que les gens faisaient tout leur horaire dans un fichier Excel. Puis, à partir de ce fichier-là, Excel, souvent se retrouvaient à ajouter leurs employés sur Facebook, puis partageaient l'horaire sur Facebook, dans Messenger ou peu importe. Puis, tu sais, un peu comme un, un PSD là, dans le temps, là, que V1, V2, V3 finale, Oh, ouais, finale 2. classique. C'est un peu la même chose qui se passait là, avec l'horaire Excel. C'était que tu avais plein d'itérations, plein de changements qui arrivaient parce que, je veux dire, les gens ont des imprévus, il y a des trucs qui surviennent, puis le changement est inévitable, là, surtout dans le contexte actuel de l'emploi. Donc, ça a vraiment été le pain point qu'on a adressé. Puis c'est encore un gros. Notre valeur à proposition unique est encore beaucoup orientée là-dessus. Ce que les gens cherchent beaucoup en priorité dans notre industrie, les industries qu'on dessert, c'est beaucoup. Ils veulent adresser l'horaire en priorité. Mm. Donc, on est vraiment parti sur ce core-là, sur le partage horaire. Puis le deuxième module qui est tellement venu de façon naturelle et organique, juste parce que les clients, c'est carrément un client sur deux nous l'a demandé par la suite, c'était la gestion du temps travaillé. Donc, vraiment, maintenant qu'on a la planification, donc les employés vont recevoir leur horaire de travail sur leur téléphone mobile, vont pouvoir échanger les corps de travail, donner leur disponibilité. Ça, c'est tout le volet planification et communication. Donc, les employés peuvent aussi s'échanger entre eux des messages, des corps de travail, appliquer sur des corps à combler.
Donc, l'employeur peut dire, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un de 8 à midi le samedi matin. Puis après ça, les employés peuvent décider s'ils appliquent dessus. Le gestionnaire peut décider à qui qu'il donne dans ceux qui ont appliqué. Ça, c'est tout le volet planification, communication. Puis après ça, le deuxième module qui est tellement venu comme naturel par la volonté de notre clientèle, ça a été tout le temps réel travaillé. Donc, notre module temps et présence qu'on appelle. Parce que là, les gens vont venir un peu, le terme traditionnel, de puncher leurs heures, là, si on veut, Ouais. que ce soit par leur téléphone intelligent, par l'installation d'une app sur une tablette ou directement de leur ordinateur. Donc, ça a été notre deuxième module. Puis aujourd'hui, plus qu'une personne sur 60 de notre clientèle utilise le plan qui inclut ce module-là. Donc, ça a été beaucoup de travail là, à développer, mais ça a été notre deuxième gros développement, si on veut. Puis là, depuis un petit peu plus d'un an, on a commencé à être plus, avoir une offre RH plus large, si on veut. Donc, ratisser plus large au niveau de tout ce qui est accueil, intégration, reconnaissance au travail, données, RH. Donc, vraiment devenir un peu le one-stop shop du système RH de notre clientèle qui est, somme toute, une clientèle avec des employés de première ligne. Donc, ils vont être en relation directe avec le client. C'est vraiment à ces personnes-là qu'on s'adresse. Beaucoup de PME aussi. On a des entreprises plus importantes, mais la majorité, c'est dans un concept de franchisé ou de succursale ou ce qu'en bout de ligne, c'est une somme de PME. Là. Donc, c'est vraiment là que Agendrix rayonne, si on veut, c'est en parlant avec ce type de clientèle-là. On ne fait pas vraiment d'enterprise. On en a quelques gros clients de plusieurs dizaines de milliers d'employés, mais honnêtement, notre plus gros client représente à peine 2, quelques pourcents de nos revenus. Donc, vraiment, la somme de nos revenus viennent de plein de petits clients. Là. Puis justement, parlant de la somme de tous vos petits clients, puis de tous ces petits clients-là, je crois que vous en avez beaucoup. Là. J'ai vu une publication LinkedIn dernièrement passée. Là, vous êtes arrivé quand même à un certain milestone, un certain objectif en termes de annual recurring revenue, là, de ARR, puis en termes de clients. Là. Ça représente à quoi, en fait, les perspectives d'Agendrix à l'heure actuelle? Ben, on a dépassé le 150 000 utilisateurs. Puis on s'approche très dangereusement du 8 millions de revenus annuels récurrents. Donc les choses vont bien. Puis c'est ça, beaucoup de PME, on a un petit peu plus que 12 000 lieux de travail. Euh, j'ai peut-être même pas la stats exacte, là. C'est que nous, on a des milieux de travail, puis on a aussi des clients. Donc, des fois, un client, une carte de crédit, ultimement, va avoir plus qu'un milieu de travail. Des fois, un propriétaire va avoir 2 succursales, par exemple. Donc, ouais, c'est ça, on est rendu à 13 000 lieux de travail. Euh, les perspectives d'Agendrix, je te dirais, c'est continuer de développer notre offre RH. Ça, c'est comme, il est tellement large à couvrir à ce niveau-là que nous, on voit beaucoup de potentiel à continuer dans ce développement-là. Agendrix, un des choix qu'on a fait, on a un modèle très bootstrap, donc c'est peut-être qu'on se différencie un peu de ce qu'on voit régulièrement en tech, surtout en SaaS. Puis c'est pas les, c'est pas les opportunités d'avoir de l'investissement qui ont manqué, là, puis qui manquent toujours pas d'ailleurs. Mais on a toujours fait le choix de bootstrapper notre croissance. Puis tu sais, j'ai rien contre les gens qui se la shootent avec des coups de capitaux, puis c'est bien correct. Mais nous, on a toujours trouvé, puis je pense que ça vient un peu du fait aussi qu'on a toujours été quand même plusieurs actionnaires. On a toujours été dans avec un actionnaire majoritaire aussi qu'on a racheté là, avec les banques, avec BDC Desjardins. Je pense que ce cap table-là, notre volonté de faire les choses un peu à notre façon, on dirait qu'on voulait le moins de, de compte à rendre en quelque sorte. Tu sais, Ouais. veux pas, quand tu es plus indépendant comme ça, tu es peut-être plus les deux mains sur le volant. Là, aujourd'hui, en rachetant notre actionnaire, on a quand même un conseil d'administration avec l'institutionnel dessus. Donc, on a quand même des comptes à rendre, on ne se le cachera pas. Mais, veut pas, on a beaucoup de liberté de nos partenaires financiers. Quand ils ont embarqué dans l'aventure, ils savaient c'était quoi notre approche, notre attitude. On leur avait mis carte sur table. Puis, ils respectent ça. Donc, tu sais, c'est pas des gens qui veulent juste qu'on torque la machine à tout prix. Ils sont satisfaits de ce qu'on fait. On fait, somme toute, des très beaux chiffres de croissance quand même en le faisant à notre façon. Mhm. Mais c'est ça. Donc, honnêtement, même si on n'est pas 100% comme juste nous au niveau de la cap table. On a trouvé un sweet spot qui nous convient. Et ouais, c'est ça.
Je sais pas si ça s'en allait dans la bonne direction au niveau de ta question, là, mais. Ben oui, non, c'est parfait. Tu sais, l'idée, c'est de faire un peu un overview d'Agendrix. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que tu as mentionnés. Là. Je vais reprendre des bribes ici et là, pour avancer sur certaines choses. Ben, tu sais, première des choses, félicitations pour votre quantité de clients AR. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de très, tu sais, très louangeable là, par rapport au fait de vouloir aider les entreprises de première ligne, là, qui est ça que tu expliqué un petit peu puis qu'on a déjà parlé précédemment. Puis justement, là, tu sais, on avait parlé ensemble, puis tu l'as comme passé très rapidement à travers le sujet, là, tu sais, le potentiel d'éduquer justement les entreprises de première ligne, puis de ce que vous faites de bien à l'interne, vous l'avez inculqué à l'externe. Puis Ouais. l'idée, en fait, de ce podcast-là, puis l'idée du sujet, c'est que on explique souvent à nos clients que ce qu'on fait d'extraordinaire à l'interne, souvent, ça peut être un bon vecteur de communication à l'externe. Puis moi, je me souviens que j'ai fait downloader des amis des feuilles de temps que vous donniez gratuitement sur votre site web là, plusieurs années. Tu sais, c'était comme genre de freemium version que la personne elle a ça, puis après ça, ça lui donne le goût, puis après ça, ben, elle peut prendre la version plus premium en s'abonnant à votre plateforme. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu le concept d'Agendrix au début, comment vous vous voyez, puis comment vous avez été capable de créer de la valeur, justement, puis que vous avez vu que vous faisiez les choses différemment, puis vous avez dit, on va éduquer nos clients, on va leur apporter de la valeur, puis tu sais, on regardera pas justement on regardera pas le cap table, on regardera pas les profits day one, puis on va vraiment essayer de se concentrer sur donner la meilleure, je vais dire, valeur possible pour nos clients. Là. Tu sais, je me sens un peu, tu me parles de ce contexte-là, puis tu sais, Ouais. comment vous êtes parti de là pour vous rendre jusqu'à vous êtes aujourd'hui. Ouais. Ben, dans les 2 à 3 premières années, on était en mode survie, là, tu sais, carrément, là, dans le Comme sens tout le que, monde. ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu check ton, tu sais, Agendrix, là, on n'est pas en mode VC, mais on avait fait une petite ronde de financement au début avec des partenaires financiers locaux, donc en lien avec le Centre de développement économique, mettons, à Sherbrooke, avec l'université, avec l'ACET, l'accélérateur. Fait, on avait un certain montant, là, genre 900 000, 1 million, avec des avances de fonds qu'on avait déjà fait nous-mêmes aussi, qui étaient inclus là-dedans. Fait qu'on avait un certain montant qu'on pouvait piger dedans pour vraiment comme commercialiser, là, nous donner un genre d'un an et demi, 2 ans, dire OK, faut que ça fonctionne. Ouais. Donc, ces 2 premières années-là, je te dirais que on n'était pas en mode être super flashy sur Instagram ou genre de travailler sur c'était vraiment en mode survie, grinder, un compte s'inscrivait, on l'appelait, c'était comme Tu le vraiment. remercies, puis C'est ça, c'était l'approche, beaucoup d'écoute de clients. Tu sais, on a toujours bien fait ça, on le fait toujours bien. On est très structuré sur, puis je pense que c'est comme ceux qui le font pas survivre juste pas, là, mais sur l'approche de ce que le client va mentionner, tu sais, ce qui va, les problèmes qu'il va soulever, les solutions qu'on peut apporter, être très honnête avec les gens. Donc, tu sais, on a une valeur qui est no bullshit à l'interne. Donc, on n'essaie pas de faire miroiter qu'il y a des choses qu'on va faire dans le temps que c'est pas vrai. On est très transparent sur notre roadmap. Donc, dans les débuts, c'était beaucoup ça, le feedback loop super serré. Les gens nous appelaient à 8 heures le soir, puis avec nos numéros de téléphone cellulaire, puis on les déboguait, tu sais, on the spot. Fait, c'était pas top pour l'équilibre de vie, là, mais c'était ce que ça prenait pour comme réussir à ouais. sortir de la dip, là, en quelque sorte, tout ce qu'il y en a gros qui sortent juste pas en affaire de cette dip-là où ce que les entreprises finissent par mourir. Quand on est sorti de ça, a commencé les questions de dire comment on se différencie. Tu sais, je pense que la différenciation, il y a tellement de startups aujourd'hui, de SaaS, de business en tech, d'agences, que comme la différenciation, pourquoi quelqu'un va prendre moi au lieu de toi, tu sais. Puis moi, ça a commencé à occuper beaucoup mon esprit de dire, OK, comment on se différencie? Parce que quand tu commences, veux pas, tu as besoin de bâtir un produit qui a un set de fonctionnalités comme minimal, tu sais, dans le sens que les choses qu'on développait au début, c'était juste des musts. C'était pas des. Tu sais, les compétiteurs américains qui étaient là 2, 3 ans avant nous, les avaient déjà. Tu sais, c'était comme relativement facile. Tu regardes ce qu'un peu un fait, comment l'autre fait, tu le mets un peu à ta sauce. Tu sais, tout le monde fait ça. Puis c'est ça qu'on a fait dans les débuts. Puis on a amené notre twist un peu avec des intégrations de paye québécoises, avec un support en français, avec un service à la clientèle répondant dedans de 2, 3 minutes sur le chat, c'est chose que les gens jamais, jamais avaient comme expérimenté Expérimenté, là, là. Ouais. comme expérience. Puis l'offrir aussi, puis encore aujourd'hui, offrir tout le support qu'on peut aux employés. Donc avant, souvent, les compétiteurs offraient juste le support aux gestionnaires parce que c'était eux qui payaient. Mais nous, on voulait vraiment enlever le plus de friction possible aux gestionnaires parce que tout Mhm. le monde avait la perception de dire, ah,
on va mettre un nouveau logiciel, ça va être compliqué, c'est tout le temps compliqué, les ordinateurs, non, non, non. Les gens, c'est pas du monde tech, là, donc eux autres, l'informatique, c'est comme une épine dans le pied, c'est un mal nécessaire. Puis, nous, on voulait un peu changer ce paradigme-là en disant, hey, ça peut être le fun, la technologie, il y a des bons logiciels, puis quand que ça fonctionne pas bien, ben, on va être là, on va vous le dire, on va être transparent, puis on va s'excuser. Puis d'honnêteté-là, puis cette proximité-là qu'on a créée avec nos utilisateurs très, très rapidement, ça l'a fait boule de neige. Puis on a créé aussi ces liens-là avec les employés. Rapidement, nous, on s'est dit, si on fait juste se concentrer sur l'employeur, on perd une grosse partie de notre flywheel de croissance parce que c'est l'employé qu'on a en grande quantité dans Gendrix. Puis la prémisse, c'est que tout part de l'employé. Puis même Mhm. nous, dans notre culture à l'interne, tout part de l'employé. Les employés heureux vont répondre de la bonne façon au client. Tout fait, c'est Richard Branson qui dit Employees come first. Moi, je suis 100% par rapport à cette façon de penser-là. Donc, on a un peu reproduit ça aussi dans notre façon de faire de la business avec Agendrix auprès de notre clientèle. Donc, on met beaucoup l'employé au centre avec une expérience produit, avec des fonctionnalités qui les négligent pas en quelque sorte. Puis, quand un employé quitte un emploi pour un autre ou va déménager dans une autre région pour les études ou peu importe, ben, le premier réflexe que cet employé-là va avoir quand il va recevoir son horaire papier ou sur Excel ou d'un compétiteur qui est moins bon qu'Agendrix, ben, ça va te dire hey, tu connais-tu telle plateforme, tu connais-tu Agendrix, j'utilisais ça dans le passé, ça allait vraiment bien. Ah Puis ouais. ça, ce bouche à oreille-là, ça l'a. C'est comme la puissance de ça, c'est incroyable, là. Ouais. Donc, pour nous, ça a été un pari qui a été payant. Puis qu'encore aujourd'hui, même à 150 000 utilisateurs, c'est sûrement que quand tu regardes des compagnies classiques, notre poste de dépense de la réussite client, il est probablement plus élevé que beaucoup, beaucoup d'entreprises dans un même space que nous. Mais pour nous, c'est un pilier stratégique carrément. Donc, on l'explique comme ça. Puis, avec une clientèle un petit peu moins éduquée en tech, on trouvait que c'était important de comme, aller l'extra mile au niveau de l'expérience client. Fait que si je comprends bien, dans le fond, vous avez vraiment décidé de dire, ben, l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser la plateforme d'agenda toutes les semaines et non le power user, mettons, qui est la personne aux opérations, la personne au RH. Donc, vous offrez ce support-là à l'employé première ligne, la personne qui justement va utiliser ça comme punch card ou comme plateforme pour rentrer son temps. Fait que cette personne-là va avoir quoi? Un live chat en ligne pour directement communiquer avec vous s'il y a des questions? Ouais. Fait que, on l'offre aux deux. On néglige pas un plus que l'autre. Le gestionnaire est super important. Puis souvent aussi, on va l'utiliser comme en quantité importante là, parce qu'il fait constamment des changements dans. Des Puis ajustements, ouais. c'est ça. Puis c'est ça un peu la beauté, c'est que le gestionnaire trouve tellement qu'on solutionne bien l'horaire qu'ils sont comme hey, tu peux-tu après ça solutionner telle chose dans ma business? Ils Mhm. veulent reproduire l'expérience un peu agendrix dans plein d'autres sphères de leur business. Ouais. Là, le danger, c'est comme quand tu spread too thin, quand tu t'éparpilles un petit peu, ben, c'est là que tu deviens médiocre, en quelque sorte. Ouais. Donc, nous, on a toujours fait le choix de quand même rester très focus. Euh, En devenant un petit peu plus RH, là, les gens sont contents parce qu'ils sont capables d'avoir la qualité Agendrix dans d'autres volets de leur entreprise. Là. Souvent, comme les autres logiciels RH qu'ils utilisaient, c'est comme. Ouais, je ne veux pas casser du sucre sur aucun autre joueur, mais c'est pas la même qualité, disons ça comme ça. Là. C'est des produits corrects, là, mais c'est pas la même attention et souci aux détails, la même expérience. Donc, les gens voulaient vraiment retrouver ça dans d'autres facettes. Puis, c'était quoi ta question? Ben, en fait, ma question, c'est que vous avez vraiment donné, tu l'as mentionné, que tu as mis l'utilisateur au centre, en fait, je veux dire, au centre des priorités, là, puis que vous avez donné cette possibilité d'avoir accès directement à Ouais, votre live support, puis en fait, que vous appelez votre équipe à succès, là, ou ouais, la réussite client, ouais, c'est ça. la Fait que, réussite client. on s'est vraiment adapté. C'est sûr qu'on priorise excessivement le chat parce qu'on est très efficace avec comme, les outils qu'on utilise. On a un robot qui va aider avec. On a aussi beaucoup, beaucoup travaillé sur tout un centre d'aide qui est vraiment, vraiment comme complet. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs personas qui veulent du support de différentes façons, là. Il y en a qui veulent vraiment se faire accompagner, il y en a qui veulent être en mode autonome, il y en a qui préfèrent l'écrit puis ils veulent pas se faire appeler comme c'est la dernière chose qu'ils veulent Ouais. se faire, c'est se faire appeler. Puis il y en a d'autres à l'inverse, c'est comme ils veulent pas écrire. Fait que, nous, il a fallu vraiment s'adapter à toutes ces réalités-là de clients. Puis là, de plus en plus, il y a un chiffre, là, il y a du reprenariat beaucoup en affaires. Donc,
la clientèle, je ne vais pas dire qu'elle rajeunit, mais c'est sûr que notre génération, la génération X, sont Ils sont beaucoup plus à plus l'aise. à l'aise avec l'écrit, mais on ne se cachera pas qu'il y a encore beaucoup de baby boomers à la tête d'entreprises qu'on dessert, puis donc le téléphone, c'est important. Mm. Euh, Même si c'est moins efficace d'un point de vue, tu ne peux pas traiter comme plusieurs appels en même temps versus le chat, tu es capable d'en faire plusieurs de façon parallèle. Fait que c'est sûr qu'il y a un gain d'efficacité en le faisant en live chat, mais on sait quand même pas, on a un numéro de téléphone, on décroche le téléphone, on est, t'as pas besoin de fouiller sa huitième page, là, comme des fois avec Ah ouais. Google ou avec des gros joueurs pour être capable de parler à un humain. Puis c'est souvent la critique ben pas la critique, mais la remarque qu'on a, les gens disent, hey, merci Jean-Michel, tu as l'air d'être mon beau-frère qui me débloque tout le temps d'informatique. Puis c'est cette proximité-là qu'on veut créer aussi avec les gens. C'est comme, tu n'as pas l'impression de. On est une compagnie qui débarque avec notre sou et notre mallette, puis qu'on te vend une grosse affaire. Là, on est très accessible, très, très. Ce sentiment-là de familiarité, là, c'est ce qu'on aime. Puis c'est pour ça qu'on aime travailler aussi avec la PME, parce Ouais. qu'on crée ces relations-là qui sont beaucoup plus, à mon avis, authentiques. Là. Puis, deux questions pour toi là-dedans. Un, est-ce que c'est scalable? Parce que c'est souvent ça, là, tu sais. On entend beaucoup, tu sais, je donne beaucoup de services. On l'entend des entreprises qui sont de plus petite taille. Je pense que vous êtes une quarantaine d'employés. Fait que, tu sais, ça reste une entreprise qui reste dans du small to mid-size, là, dépendamment du type d'industrie. Fait que, tu sais, un, est-ce que c'est scalable? Ça, c'est comme ma première question. Puis, mixer là-dedans, si tu veux y répondre en même temps. Tu sais, est-ce que vous avez aussi intégré tout ce qui est intelligence artificielle? On a les chats GBT de ce monde là, qui sont en train de take over Internet. Là. À chaque fois que j'ouvre Facebook, TikTok ou Instagram, là, c'est rien que des green screens de monde qui s'enregistrent à écrire des choses, puis on a des réponses. Fait que, il y a des plateformes, par exemple, québécoises là, de chatbots avec de l'intelligence artificielle bon, qui ont été achetées, là, mais Aider, là, par exemple, là, qu'on a reçu sur le podcast, là, que 70, après 6 mois, 70% des conversations sur un e-commerce qui sont récurrentes là, par rapport aux frais de shipping, par rapport à ci, par rapport à ça, ben, le chatbot est capable d'avoir une certaine réponse à ces questions-là. Est-ce que vous avez entrevu ça dans votre offre de service pour justement, vu que votre réussite client est un gros département coûteux, est-ce que vous êtes capable de le scaler? Puis est-ce que vous avez prévu ça aussi dans le futur de l'entreprise? Ouais. Ben, premièrement, c'est un gros département qui, oui, il y a une certaine masse salariale attachée à ça, mais c'est pas des développeurs non plus. On sait la rareté des développeurs. Ouais. Donc, c'est pas la même masse salariale que notre département de développement, qui est de loin notre plus gros développement. On est une entreprise très produit à Gendrix. Là. On est pas mal plus product-led que sales-led. Là, donc, clairement, en termes de size, c'est vraiment produit all the way. On a déjà un chatbot. On utilise Intercom pour gérer tout le service à la clientèle. Puis, il y a déjà un chatbot avec du AI intégré puis qui va amener des suggestions OK. basées sur les questions, puis des suggestions de notre Help Center qui est aussi intégré à Intercom, que lui est scrapé. Fait que, tout est intégré, puis ça nous sauve déjà beaucoup de. Fait qu'on l'a déjà scalé comme ça, de cette façon-là. Il y a aussi des widgets directement dans le chatbot avec notre uptime puis notre status page en lien avec. Fait que, on a fait beaucoup d'avancements au niveau de l'efficacité de ce service à la clientèle-là. Fait que, oui, je dirais que c'est scalable. Puis à un moment donné, tu fais le choix de. Pour moi, c'est des choix stratégiques. C'est comme, on fait le choix d'investir un peu plus que peut-être la majorité des business dans ça parce que c'est un choix stratégique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui vont le faire, mais au moins, nous, quand tu fais la somme de nos 2, 3 piliers stratégiques, ben, ça nous crée une différenciation Mm. qui est suffisante pour dire, ben, nous, on se différencie comme ça, tu peux comparer. Puis à la fin de la journée, tu fais ton choix. Puis ça, nous, c'est un des choix qu'on a fait. Puis je pense que aussi, des fois, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils paralysent à comme pas intégrer une pratique parce que ça ne scale pas dans le temps que tu n'as Mm. pas besoin que ça scale au moment que tu l'implémentes. Puis les choses vont souvent comme se matérialiser ou du moins vont évoluer. Nous, on l'a toujours fait comme ça, du moins. Des fois, je parle avec d'autres développeurs. Moi, je suis développeur j'ai un bac en informatique. Fait que souvent, les gens vont me parler un peu de leur infrastructure, whatever, de comment ils architecturent, des gens d'entrepreneurs architecturent leurs solutions, puis ils n'ont même pas un client encore, puis ils sont en train d'architecturer ça comme quelque chose qui va être comme 8 fois la taille d'Agendrix, comme dans un mois. C'est dans le temps que la majorité des gens pourraient juste partir avec quelque chose de beaucoup plus simple d'un point de vue technologique, puis le scaler au fur et à mesure que la business scale.
Fait que moi, j'ai toujours vu comme ça. Tout est itératif, tout se fait dans c'est quoi le minimum qu'on peut faire pour arriver à aller tester une hypothèse, puis après ça, pas écrire de la scrap là, à la fin de la journée. Tu veux pas tout le temps réécrire puis repartir de zéro. Donc, toujours avoir un souci d'évolutivité en tête, mais jamais y aller overkill. Puis même dans nos stratégies marketing, nous, on a un gros souci du détail puis du design, fait que c'est un enjeu constant, là, surtout au marketing, où c'est une game de Ah ouais. volume. Il faut que tu testes des hypothèses presque à toutes les semaines. Fait que souvent, des fois, nous, notre enjeu, c'est de dire, accepter, à vrai dire, de mettre des initiatives, des tests marketing avec des visuels qui sont peut-être pas à la qualité de ce qu'on est habitué de livrer sur notre site web, dans notre app, etc. Donc, ça, c'est un enjeu pour nous, je te dirais, mais euh, encore une fois, c'est de faire des choses qui ne scalent pas, puis qu'éventuellement, quand ils ont à scaler, tu les scales à ce moment-là. Hey, salut! On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, puis vous abonner à notre infolette. On donne toujours du contenu super pertinent, pas de spam promis. Je prends également un moment de pause pour vous mentionner que le meilleur du podcast est à venir. Dans la deuxième partie avec Mathieu, on va approfondir certains aspects que Agendrix sont mis en place, puis qu'est-ce qui a vraiment fait les éléments différenciateurs de leur entreprise. Honnêtement, d'après moi, le meilleur de la discussion est à venir, donc je vous souhaite une bonne écoute. Ben, super intéressant, puis tu sais, ça m'amène justement à ma prochaine question qui fait un peu un pont à ce que tu mentionnais au début, que vous avez fait des choix d'entreprise, puis là, tu parles de choix stratégiques. Tu sais, si je comprends bien, Mathieu, vous avez décidé en fait de garder un équilibre avec un bonheur des employés tu sais, un peu, je vais le dire, au détriment, là, puis pas de façon péjorative, là, parce que j'ai la même vision aussi pour Ablam, mais tu sais, vous avez décidé de couper un peu dans le profit, dans le volume, puis de dire que on va être une entreprise qui va être immense à proportion mondiale pour garder, tu sais, une unicité, une homogénéité dans votre message, puis surtout prioriser aussi le bonheur de vos gens. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ce chemin-là là, que vous êtes en train d'emprunter. Là. Ouais. Euh, c'est c'est des choix qu'on a fait de comme, est-ce qu'on serait plus heureux à comme avoir une business? J'ai vu un sondage passer sur LinkedIn récemment, là, que le monde posait la question, est-ce que vous seriez plus heureux d'avoir une business comme Uber ou une business comme Basecamp, le 37 Signals? Ouais. Puis c'était fou à quel point les gens ils mentionnaient tout comme qu'ils aimeraient mieux avoir une business comme 37 Signals, dans le sens que business indépendante, euh, les actionnaires sont majoritaires, sont au bas. C'est leur business, ils n'ont pas de VC, ils sont quand même archi multimillionnaires. Euh, fait que tu sais, à la fin de la journée, c'est comme c'est quoi que tu veux, tu sais. Fait que Puis, là, tes employés doivent comprendre que t'es archi multimillionnaire, là. ouais. Je Non, fais non, des c'est pas blagues. dans mon cas, non. Je sais, je fais des Je blagues. suis pas Basecamp, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de faire de la business. Puis des fois, Ouais. on se fait avoir avec la narrative que comme faut que tu sois le plus gros, le premier, tu sais, c'est comme. Puis dans certains cas, oui, tu sais, je suis d'accord. Je prends l'exemple d'Airbnb, tu sais, ils ont amené comme une nouveauté, tu sais, c'est peut-être du jamais vu un peu là, Ouais. comme modèle d'affaires, comme concept. Fait que là, le first move advantage est comme super important. Tu as comme une nouvelle opportunité, le marché est vierge, tu as créé une catégorie. Tu sais, nous, quand on a commencé en 2015, il y avait des joueurs américains qui ça faisait 3 4 ans qui roulaient déjà. Là. Mm. Tu sais, Qui pompaient des millions de dollars en ouais, budget, c'est marketing, ça. puis en visibilité, là. Fait qu'on n'était pas tu sais, c'était pas unique, là. Puis le marché est énorme. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, je veux dire, il y a pas de, oui, on peut aller toujours plus vite, on peut injecter plus d'argent, ramasser plus du marché vite, mais, tu sais, une compagnie qui a commencé en 2015, 2016, 2018, elle ne sera pas first mover, là. Fait que, tu sais, c'est quoi qu'elle essaie de capturer? C'est quoi l'opportunité qu'elle a pour. Il y en a qui vont trouver une façon, une twist, puis ils sentent qu'ils ont cette opportunité-là, mais la majorité des business en SaaS puis en tech, c'est pas. C'est la game qu'ils essaient de jouer dans le temps qu'ils n'ont pas nécessairement ce modèle-là. Mm. En tout cas, c'est pas la seule façon qu'ils peuvent le jouer. Puis c'est correct, il y en a qui ont cette ambition-là là, de dire genre, faut que ça aille vite, faut qu'on on brûle pour acquérir plus vite, puis après ça, passer à l'autre, à la prochaine étape. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus en mode contre ça. Là, aujourd'hui, j'ai juste appris que certaines entreprises, c'est nécessaire. Pour d'autres, c'est comme une façon qu'ils veulent le faire, puis je respecte plus ça. Puis nous, c'est tout simplement un choix qu'on a fait de ne pas le faire comme ça. Et je dois dire que, là, j'ai 2 enfants, 6 puis 3 ans.
Puis, tu sais, je suis content que, genre, les soirs, je sois pas comme stressé ou, tu sais, oui, je reprends mon laptop de temps en temps travailler ou les soirs, les fins de semaine, tu sais, c'est comme on n'est pas large pour autant, c'est pas une lifestyle business pour autant. Tu sais, des fois, les gens sont trop noirs ou blancs. C'est comme, tu as une business qui est très high growth VC ou bien tu as une lifestyle business. Mais tu sais, je suis comme, oh, minute. Il y a un entre-deux, là. C'est pas juste un creux entre, là. Il y a vraiment un entre-deux, puis on est capable d'avoir une business qui va grower solide. Puis, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on se classe tout le temps dans les compagnies avec la plus forte croissance au Canada. Quand on se compare au Québec, c'est comme on est 17, 27e. Tu sais, on est capable de quand même de se benchmarker dans ces classements-là sans le faire comme tout le monde le fait. Fait que moi, je vais juste dire, ben, tu sais, quand je parle avec d'autres entrepreneurs, je peux pas dire quoi, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, mais je peux dire qu'il y a des façons alternatives de le faire. Ce que des fois les gens oublient. Puis, dans des creux économiques comme en ce moment, j'aime pas mal plus avoir une business comme la mienne qu'avoir une business qui avait planifié un burn sur 18 ou 24 mois, puis là, ils se rendent compte que là, finalement, les valves sont fermées pour aller relever des capitaux, puis leur modèle d'affaires est complètement déjà désuet, là, en quelque sorte. Ils peuvent pas opérer comme l'hypothèse qu'ils avaient faite au début, puis ils savent pas quand ça va revenir. Versus nous, tu sais, on a toujours dépensé ce qu'on générait d'une façon très pragmatique. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de resserrement des dépenses. On était déjà tête. Mhm. Ah, Fait c'est que, ça. OK, là, on a peut-être à gauche puis à droite juste été un petit peu plus prudent sur des trucs. Puis, mais tu sais, sinon, c'est comme c'était business as usual pour nous, là. Je trouve. Puis, tu sais, honnêtement, je pourrais prendre tout ce que tu as dit et faire un copy-paste dans mes mots à moi. Là, ça me rejoint tellement parce que c'est le même principe avec Rablab. Quand on a commencé, on n'a pas créé la première agence de marketing digital au Canada. Là, tu sais. Non. C'était un peu. Quand on s'est incorporé, moi puis mon associé Nicolas, en mars 2016, on était la 1103e compagnie à s'incorporer au Québec dans le milieu du web. Tu sais, la porte est grande, puis il y a bien déjà du monde dedans. Fait que, tu sais, on n'a jamais eu les perspectives de dire hey, on va amener une agence de marketing web en bourse parce que je pense que c'est illogique, mais en même temps, il faut que ça rejoigne. Tu sais, je pense que le message final, c'est qu'il faut que ça rejoigne vraiment ce que tu veux comme entrepreneur. Parce que tu sais, si tu dis ben, même si on est la 1103e, on peut se rendre on top puis on peut se rendre les premiers, ben, tu sais, so be it, là. Puis, il faut juste que tu fasses les efforts en conséquence puis que tu sois prête que le downfall, la chute soit plus abrupte dans une période économique instable comme en ce moment. Euh, Ouais. Puis l'autre chose aussi, tu sais, moi, ça me rejoint beaucoup quand, quand j'ai commencé Rablab. Tu sais, j'ai écouté les Gary Vaynerchuk de ce monde, puis tu sais, les Tony Robbins, puis tu sais, les motivateurs d'entreprise. Puis là, j'étais comme, tu sais, t'as envie de tout détruire. Puis là, plus que tu avances, plus que tu sais, les réalités d'entreprise te rattrapent. Puis après ça aussi, tu sais, moi aussi, j'ai un enfant qui vient d'avoir 3 mois. Tu sais, je pense que tu comprends aussi que c'est un, dépendamment de tes objectifs, tu sais, si tu veux vendre ça dans 3 ans, c'est au billet, mais tu sais, c'est un marathon à la fin de la journée. Puis t'essouffles tes gens plus que ça devient un sprint, que ça devient un marathon. Tu sais, je pense que si tu éduques tes gens, aussi du moins, tu fais travailler tes gens pour qu'ils soient en mode marathon, tu sais, dire, hey, on continue, on n'a pas justement l'optique de vente, on n'a pas l'optique de vendre à une tierce partie, on veut continuer dans l'état actuel. Ben, tu sais, les gens peuvent se rallier derrière ta mission, ta vision, puis tu vas avoir moins de départs, puis justement, tu vas pouvoir garder une belle stabilité d'emploi, là. Ouais. Puis c'est juste, en fait, je pense, comment tu inculques ça à tes gens, puis comment aussi que tu le fais vivre dans le day-to-day, là. Tu sais, c'est facile de dire, ah non, on veut y aller smooth, que ça avance à un bon rythme, puis que dans le day-to-day, tu sais, à toutes les semaines, on pousse comme des débiles, puis on brûle les gens par les deux bouts. Ouais, puis c'est comme ça qu'on l'a toujours fait aussi, nous, de notre côté, là. Tu sais, on a eu une poignée de départs volontaires chez Agendrix pendant comme 6 ans, on n'en avait eu aucun. Ouais, c'est ça que Euh, j'avais entendu de Sébastien sur le panel, là, c'était assez hallucinant, là. Fait que pendant ouais, 6 ans, vous avez eu comme pas, de- aucun départ volontaire, pas de là. turnover, ouais. Fait que ça, c'était assez. Il y a une partie de chance, on ne se le cachera pas, là, dans n'importe quoi, il y a de la chance, mais tu sais, c'était quand même un. C'était pas le hasard quand même, là. Tu sais, on a déployé des choses en lien avec ça. Mais cet équilibre de vie-là, tu sais, nous, on l'a toujours euh, mis de l'avant. On a toujours trouvé. L'enjeu, c'est de trouver le sweet spot de comme c'est quoi la croissance que tu veux qui va amener un lot de défis intéressants pour tes employés puis pour toi. Tu sais, je veux dire,
tu veux pas grower de 5-10% annuellement. C'est comme, en tout cas, ça, c'est ma perception, là, mais de notre côté, c'est pas assez excitant, ça crée pas assez d'opportunités de comme, ben, ton monde en tech, là, ils veulent des opportunités de comme, hey, pourquoi il y a des problèmes de performance? C'est quoi, faut que je règle? C'est quoi, faut que je scale? C'est quoi? Mm. C'est comme, c'est le fun pour des développeurs de gérer ça. Après ça, des personnes au marketing, ils veulent générer plus de budget en PPC, ils veulent éventuellement des stratégies SEO, avoir les moyens de leur ambition. Fait qu'il faut générer, fait qu'il faut tout que comme, tout aille à une certaine vitesse pour comme garder notre soif de scaling puis de croissance, puis apprendre à tous les jours. Fait que nous, pour notre ambition un peu, le sweet spot qu'on a trouvé, c'est la règle du 40, qui est un concept assez familier comme pour les entreprises plus matures. On l'a peut-être implanté d'une façon un peu hâtive dans un business comme Agendrix, mais on le fait encore juste en croissance. Mais l'idée, c'est de dire, quand tu additionnes ton taux de croissance année après année, puis tu additionnes à ça ta marge de profit ou ton BAYA, peu importe comment tu calcules tes trucs, tu vas arriver à plus que 40%. Puis, nous, depuis 8 ans, on le fait juste en croissance unique, là, donc on n'ajoute pas notre marge de profitabilité, mais l'idée derrière, c'est de dire, OK, le jour que tu es rendu à 10 millions, par exemple, de revenus, ben, on s'entend que 10 millions de revenus, c'est plus difficile de le doubler, d'arriver à 20 millions que quand tu en fais de 1 à 2. Je veux dire, Exact. les pourcentages sont toujours en faveur des plus petits nombres. Donc, quand tu es rendu, par exemple, à 10 millions, ben, il y a des bonnes chances que tu te dis, hey, si je fais, je sais pas, 25-30% de croissance, 35% de croissance, c'est vraiment bon, tu sais. Mais avec l'idée, avec la règle du 40, c'est que comme, OK, ben, es-tu capable d'y additionner un 5% de value ou de marge de profit pour le dépasser le 40? Donc, si tu as un petit peu moins de croissance, tu le compenses avec de la profitabilité Mm. ou de l'efficience, c'est ça, l'efficience au niveau des cash flows. Fait que ça montre un certain scalability. Fait que nous, c'est comme ça qu'on l'a toujours réfléchi. Puis on a toujours eu ce souci-là de comme générer du profit, en quelque sorte. On a toujours fait le choix de le réinvestir en croissance. Cette année, c'est probablement notre première année qu'on va avoir un vrai profit, en quelque sorte. Pas faute d'avoir investi là, en termes de croissance. C'est juste que, à une année, pour nous, c'est important aussi de générer un petit quelque chose. T'sais. Dans notre modèle, dans notre vision de faire de la business, c'est important de générer un petit quelque chose à ce niveau-là. Et, et puis, c'est ça. Fait que c'est un petit peu la règle du 40. C'est là-dessus qu'on s'inspire beaucoup pour les prochaines années. Puis, on a trouvé que c'était pas mal un sweet spot. Là. Cette année, on va finir à 60% de croissance year over year. Donc, c'est comme assez énorme. Mais tu sais, là, le chiffre commence à être plus gros aussi. Là, fait que je pense pas Sur- qu'on va être capable de reproduire, surtout si on s'en va dans un contexte économique qui va peut-être être un petit peu plus difficile. Tu sais, si les gens sont un petit peu plus ces breaks sur l'implantation de nouveaux logiciels ou même si pour beaucoup des entreprises, c'est un investissement, quand il y a un ralentissement économique, il y a beaucoup de gens qui sont sur les breaks, point. Donc, même si cette année, l'année prochaine, on faisait un 30% par exemple de croissance, ben, tout passe dans le cas d'Agendrix, dans le sens qu'en termes d'exercice budgétaire qu'on a fait, ça passe très bien quand même parce qu'on a toujours eu cette rigueur-là de s'assurer que ça passe, même dans un scénario où on est 10% en bas, 10% au-dessus. On faisait déjà ces stress tests-là en quelque sorte. Là. Parce que justement, vous roulez pas non plus avec un burn rate depuis des années, là, puis que vous Ouais. vivez pas dans le fond sur de l'argent ni du temps emprunté. Là. Ouais, puis honnêtement, c'est. Si demain matin, tu me donnais 5 millions, je saurais quoi faire avec. Mais il y a des gens, j'ai pas bâti, comme entrepreneur, ça fait faire 10 ans là, que je suis en affaires. J'ai jamais eu à bâtir le muscle de comme, OK, le jour, j'ai, mettons, 20 millions qui drop dans mon compte, il faut que je me le mette à le dépenser sur 24 mois, peu importe c'est quoi Ouais. la période qui est entendue dans ta ronde de financement. Honnêtement, je serais pas un bon CEO pour. J'ai jamais bâti ce muscle-là. J'ai plus bâti le muscle de la discipline, puis de dépenser l'argent qu'on a, puis de quand même faire des bêtes, mais des bêtes éduquées, puis somme toute, pas trop cowboy. Là. Puis oui, des fois, on a burné des mois, puis on a accepté des mois de burner, je sais pas, 30, 40 000. Puis après ça, on savait qu'il y avait un retour du balancier comme 2 mois après. Mm. Mais des mois de comme 200 000, 150 000 de burn, des affaires comme ça, je suis comme ça m'excite pas, mais deux, j'ai quand même une forme de respect pour les entrepreneurs qui sont capables de faire ça parce que moi, Mm. je pense que j'aurais de la misère. Ouais, puis ça, j'appelle tout le temps ça, là, tu sais, c'est de jouer au baseball, là, c'est, tu fais, dans le sens que tu fais tu fais des coups, puis là, à un moment donné, tu essaies de taper un coup de circuit, là, c'est ça, en fait, là, c'est que tu Ouais. vas burner 90, 100 000, 150 000, puis là, à un moment donné, oh, là, tu vas comme
avoir le contrat que tu as de besoin, puis là, tu vas te sortir des coups de circuit avec des 400 000 des 400 000 de revenus positifs par mois, mais c'est ça, c'est que ça devient dans une moins grande majorité, là, c'est dans une minorité d'entreprises qui sont capables de faire ça, puis surtout dans un essoufflement. Juste le marché des investisseurs, là, si on se met du côté des investisseurs là, à la bourse, des investisseurs dans des capitaux privés, des VC, ben là, ils commencent à avoir l'essoufflement pour la tech, les unicorns qui valent, je sais pas, 50 fois leur EBITDA. Tout ça aussi, c'est comme un peu affaissé là, dans les 12 derniers mois. Là. Ouais. 50 fois le EBITDA, ça serait très bon. Là. C'était plus 50 fois les price to sell. En tout cas, c'était complètement fou. Mais oui, tu sais, puis ton parallèle avec le baseball, il est bon. Là. Ça fait plus que 20 ans que je joue au baseball, puis j'ai toujours été un bon frappeur, mais je me démarquais avec avec la constance puis le nombre de coups sûrs que je faisais. Tu sais, c'était Exact. pas... C'est don't swing for the fence, là, ou swing for the fence, ça dépend de ta mentalité, mais moi, ça n'a jamais été ça. C'était des flèches, puis c'est un peu ça avec Agendrix aussi, c'est... Je vais la placer au bon endroit dans le terrain, puis je vais être capable de, moi, avancer, puis aussi faire avancer l'autre personne à l'autre but. Au lieu de dire, Exact, hey, je vais la exact. canner, je vais faire rentrer tout le monde. Là. Exact. Puis, tu sais, à Gendrix, nous, ça a toujours été ça. Même dans nos stratégies de commercialisation, dans nos bons coups, il y a pas un bon coup qui a comme tout changé chez Agendrix. Des fois, il y en a qui disent, hey, on a fait tel partenariat, puis après ça, Mm. le cash est mis en rentrée. Nous, on n'a jamais eu ça. Comme même les partenariats, c'est pas ce qui ont changé de la donne chez Agendrix. C'est la somme des partenariats, des intégrations, de ta vente directe, de ton SEO. C'est toute la somme qui font qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, on a une belle business. T'sais. Quand quelque chose va moins bien, des fois, une autre stratégie qui pick up. Puis à l'inverse, de ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier, ça nous a super bien servi comme business dans nos stratégies. Puis, de toute façon, même si j'avais voulu en mettre plus dans un panier, je ne l'aurais pas trouvé ou je m'aurais mis à augmenter les publicités en malade. Mais là, après ça, le CAC payback aurait fait aucun sens. Puis là, quand tu commences avec des CAC payback de genre 24 mois, tu fais comme, oh minute, là, tu sais, c'est comme, c'est pas dans notre mentalité, tu sais. Fait que, ouais. Puis on dirait qu'on a été je termine là-dessus là, pour enchaîner, mais je pense on dirait qu'on a été habitué à ça dans des années d'hyper-croissance là, qu'on a eu. Justement, l'amènement des entreprises technologiques, la croissance des Facebook de ce monde. Le genre de 2006 à 2021, 2022, là, cette espèce de, de, de folle croissance économique là, des entreprises de tech, mais on a été amené à dire je vais travailler comme un déchaîné pour générer peu ou pas de profit, puis qu'après ça, c'est une ronde de financement par-dessus une autre, mais qu'il y a de la place pour des entreprises québécoises qui sont en saine croissance, qui traitent bien leurs gens, qui ont un turnover d'employés qui est presque à zéro. Et surtout que je pense qu'ils vont inculquer des bonnes pratiques RH, des pratiques d'entreprise de saine gestion moderne, autant pour eux, puis ils vont essayer aussi de l'inculquer à leurs clients. Pour moi, je trouve que c'est tout à votre avantage comme entreprise d'avoir su là, de frapper des coups sûrs puis de la mettre au bon endroit dans le terrain pour que dire, ben écoute, ça sera peut-être pas spectaculaire à la télévision, mais par exemple, on va gagner toutes les games puis on va finir avec la meilleure moyenne au bâton. Pour ça, Mm. honnêtement, je pense qu'il faut dire que c'est mission accomplie. Là. Ouais, puis tu sais, la question qu'il faut se poser à la fin de la journée, c'est comme on est-tu heureux dans notre quotidien? Puis, Mm. oui, tout le monde, les entrepreneurs, tout le monde vise à faire de l'argent. Puis, c'est comme une belle cause à effet. C'est c'est une concrétisation de monnaie quand ta business est très profitable. Puis tout, tout le monde. Je connais pas un Aspire entrepreneur à qui ça. Là. aspire pas à avoir cette forme de succès-là Mm. à un certain point. Nous, on a juste fait des choix de dire, on aurait pu là, se verser des dividendes bien avant, ou whatever, ou de dire on pocket bien avant, ou se payer des plus gros salaires beaucoup plus tôt. Je veux pas non plus pas apparaître comme le Robin des Bois non plus. Là, je veux dire, on est dans un système de capitalisme, puis on est là pour faire du profit et de l'argent quand même à la fin de la C'est journée, ça. mais on a fait des choix de comme moi, comme personne, euh, j'aime mieux, j'ai toujours priorisé investir dans notre monde, investir dans notre culture d'entreprise. Ça me faisait plus de bonheur que de dire, hey, ben, je vais me payer le gros char plus tôt, whatever. Puis, moi, j'ai toujours fait comme ça. Toujours avec la prémisse de dire, je serais-tu heureux d'être juste employé dans ma business? Si j'avais pas de part, whatever, je me verrais-tu
être employé point, un bon développeur chez Agendrix? Puis tant que la réponse était comme oui, tu sais, c'était comme OK, keep going. Puis ça, de manière, c'était comme ah, me semble que je commencerais à aller voir ailleurs, whatever. Là, je savais, OK, bon, c'est du salarial, whatever. Puis là, je me mets à creuser, je me mets à comme benchmarker. Fait que je te dirais que ça a toujours été. Puis je suis quelqu'un d'exigeant, tu sais. Fait que je savais que si, si tant que c'est oui, tu sais, avec mon niveau d'exigence, sûrement que ça voulait dire que c'était bien aligné, là. Donc, ouais. Je pense que c'est une bonne allusion, en fait, de, tu sais, si tu étais à l'aise de travailler dans ta propre entreprise, pas d'actionnariat, tu sais, est-ce que tu le ferais? J'ai toujours un peu eu la même mentalité, puis j'aimerais ça, tu sais, justement, t'entendre sur ce sujet-là, là, tu sais, quand j'étais au panel d'affaires sur les affaires avec Sébastien, tu sais, nous autres, on a implanté la semaine de 4 jours. Vous autres, vous avez implanté la semaine allégée, donc en fait, un genre de je veux dire, hyper flexibilité d'horaire ou en fait, améliorer ça. Ça a été quoi un peu le constat là, avec la pandémie, les changements au niveau des méthodes de travail, le travail hybride, vous êtes tombé remote first, tu disais tantôt. Donc, c'était quoi votre approche justement par rapport aux horaires de travail, par rapport à la fameuse semaine de 40 heures? Comment vous êtes réajusté comme entreprise par rapport à ça? Parce que je sais que vous avez implanté une couple de trucs, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais. Ben, tu sais, nous, quand que la pandémie a frappé, on était déjà très bien outillés, là. On est tombé remote, puis on dirait que comme, il n'y a pas eu de downtime, il y a plus eu des ajustements à faire au niveau de nos bureaux, puis de où ce que les gens, comme, s'assuraient Ouais. qu'il y avait un poste de travail qui était confortable chez eux. Mais d'un point de vue tooling, on avait déjà tout. C'était super smooth, là, en quelque sorte. Pour la semaine de travail, tu sais, nous, on a juste pas décidé de mettre ça à comme 32 heures ou à 4 jours semaine. Pour la simple et bonne raison que ça fonctionne bien à 35 heures semaine comme on est en ce moment. T'sais. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être mieux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le considérer éventuellement dans le futur. Mais en ce moment, on trouve que c'est un beau sweet spot. Avant, on était à 40 heures semaine. Les gens qui voulaient en faire 37 pouvaient, les gens qui voulaient en faire, il y en a dans le business qui en font 32, ils en font 35. Mais là, maintenant, le salaire est basé sur 35 heures semaine. Puis ça fonctionne bien. On fait juste pas le changer parce que ça marche bien. Puis on a beaucoup, beaucoup de flexibilité. Dans tous ceux qui ont des enfants en ce moment, je veux dire, ils ont éclaté leur banque de vacances, leur congé bien-être. Puis même des fois, c'est comme on veut pas qu'ils pigent dans leurs vacances. On leur dit, ben, on leur fait des soldes négatifs. On dit, hey, tu reprendras tes heures de matinée, whatever. On est très flexible à ce niveau-là, juste parce que on le sait quand ils restent avec leur enfant qui fait 40 de fièvre, c'est pas des vacances, là. Ouais, Puis on c'est veut ça. quand même qu'ils puissent. Pour nous, c'est beaucoup plus. Tu sais, ce côté-là, en tout cas pour moi, c'est cette flexibilité-là, cette approche-là d'horaire, de comme dire à ton employé, non, tu sais, prends ta journée, whatever. Tu sais, des fois, le matin, dans un one-on-one, tu sens que la personne au bout, elle file vraiment pas. C'est de dire, hey, écoute, prends ta journée, payer, puis bosse pas, ou va faire du ski, whatever. Tu sais, pour moi, c'est plus ça que je, dans, qui me Qui rejoint, ou du t'interpelle, moins là. que Ouais. je suis satisfait que, tu sais, au niveau de notre gestion d'horaire, que plutôt de dire qu'on fait 4 jours semaine au lieu de 5. Je vois le buzz autour, je vois l'attrait là, de comme avoir un 3 jours off. Il y a des gens qui peuvent le faire, là, ceux qui n'ont pas d'enfants dans notre business, ils font 35 heures en genre 4 jours et demi peut-être, là, whatever. Ils se connectent l'avant-midi puis that's it. Mais pour la majorité des gens, euh, ça fonctionne bien. Puis en même temps, pas que j'aurais peur au niveau de la productivité. Je pense qu'il y a des. Mais ça reste que, tu sais, veux pas baby step. Dans notre cas, on partait quand même de 40 heures. Là, on a fait 35 heures. Ça veut pas Mm. dire qu'un jour, on va peut-être pas flirter avec l'idée d'aller essayer un 32 pilote. On est très comme. On est très dans cette mentalité-là. Puis je pense chez vous aussi, mais on incube beaucoup des idées, beaucoup de pilotes. Là. Des fois, on appelle ça un lab RH un peu, là, mais Ouais. fait qu'on, c'est une bonne façon de dire, de gérer les attentes aussi de ton équipe, de dire hey, on essaie la semaine de 4 jours sur 2 mois. Ben, tu sais, si tu te rends compte que ça ne marche pas bien, ben, tu te sens pas mal de le retirer en quelque sorte parce que tu fais comme un constat d'échec puis un post-mortem un peu. Puis tu le promotes comme étant comme un test sur X nombre de mois. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on l'avait assez avec le 35 heures. Ça a bien fonctionné. Euh, fait que, tu sais, c'est sûrement comme ça qu'on l'essaierait aussi avec la semaine de 4 jours, là. Ouais, puis c'est exactement ça qu'on l'avait fait, là. On avait dit, ben, c'est du 1er juin au 30 août. Donc, tu sais, il y a une date de début, une date de fin. Fait que quand t'arrives le 1er septembre, il n'y a personne qui a fait bouhouhou, c'est fini, là. Ouais. Les gens sont arrivés, en fait, comme, ben, ça a déjà été annoncé, là. Puis je pense que, justement, tu sais, ça rentre dans le, le-
gérer cette attente-là avec les gens dans l'entreprise. Là. Plus qu'on grossit comme organisation, plus qu'il y a des clics qui se forment, il y a des messages superposés qui peuvent s'entendre. Ils peuvent avoir des messages genre, je veux dire, des side messages là, qui se créent dans l'entreprise. Puis je trouve qu'il y a une difficulté à toujours garder le cap à 100% parce que les gens sont dans leur day-to-day, ils sont remote, ils viennent pas nécessairement tout le temps au bureau. Donc, en en gérant les attentes, nous autres, on a une rencontre hebdomadaire tous les jeudis à 11h30. Donc, c'est un 30 minutes company-wide, puis on annonce les nouvelles, puis tout ça. Puis, cette semaine, on avait une présentation par rapport à la semaine de 4 jours qui commence le 1er janvier. Puis, c'est quoi les paramètres, qu'est-ce qu'on s'attend, puis tout ça. Je pense que c'est juste une saine gestion des attentes. Puis, on dirait que les gens pensent que la nouvelle génération, je m'inclus là-dedans parce que j'ai 32 ans, t'es pas bien plus vieux que moi, mais tu sais, genre les milléniaux, puis les. C'est quoi l'autre génération après? C'est les Y. Les Y. Tu sais, la jeune génération vont pas vouloir se faire imposer de règles puis de cadres, mais je pense que c'est complètement faux. Dans le sens qu'ils veulent avoir un cadre, ils veulent savoir où s'en aller, puis savoir, tu sais, c'est quoi un peu le terrain de jeu dans lequel ils peuvent s'aventurer. Ouais. Puis c'est juste qu'il faut que tu sois prête à écouter des gens qui filent pas le matin, des gens qui ont des problèmes avec des enfants, parce que tous les enfants sont malades dans toutes les garderies du Québec en ce moment. Je pense que tu sois prête, en fait, à imposer un cadre, le suivre, mais après ça aussi offrir une immense flexibilité ou du moins être prêt à entendre les gens qui ont peut-être des situations particulières. Ouais. Ouais, puis c'est le même qu'on le fait, nous. Puis c'est le même. Je pense que c'est ce que les gens apprécient beaucoup de l'expérience à Gendrix à l'interne, que ce soit peu importe le nombre d'heures, tu sais. Puis, puis c'est vrai ce que tu dis au niveau des cadres, là, tu sais. Dans les débuts, on était très comme act in best interest of Agendrix, tu sais, agit dans le meilleur intérêt d'Agendrix. Un peu comme à la Netflix, là, en quelque sorte, là, si tu as lu le livre. Fait que c'est comme, je trouvais que c'était comme une bonne façon un peu de juste qu'il y ait le moins de poutine possible d'un point de vue politique puis règlement. Mais je te dirais, depuis 2 ans, on en a beaucoup écrit plus. Mais tu sais, pas des politiques rigides, juste clarifier des trucs. Ouais. Ça fait partie de comme justement la maturité d'entreprise. On a un OKR cette année, ben, pour 2023, qui est d'agir comme une entreprise de calibre mondial. Fait que, tu sais, on a plein de résultats clés et d'initiatives en lien avec cet objectif-là sur l'excellence opérationnelle. Puis justement, dans cet objectif-là, il y en a des politiques, tu sais, comme moi, au niveau de la. Mettons, j'avais jamais pensé avoir une politique de comme politique vestimentaire. J'étais comme dans ma tête, c'était comme les gens s'habillent comme ils veulent tant que c'est adéquat. Là. Mais là, tu sais, les questions que je me suis poser, c'est comme c'est quoi adéquat, tu sais? Puis souvent, tu sais, c'est drôle, mais c'est des femmes qui veulent avoir le savoir. Tu sais, c'est comme qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, écoute, à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, écoute, je sais pas, veux-tu m'aider à l'écrire, la politique? Puis là, il y a deux employés qui se sont mis ensemble, ils ont fait un draft, puis on l'a bâti comme ça. Puis le draft, c'est pas de dire, t'as pas le droit de mettre de ça, non, non, non. C'est comme plus des cas types, puis comme des exemples. C'est comme un crop top dans un party de job ou whatever. C'est plus des boundaries un peu que des fois, entre les générations, il peut y avoir un clash. Là, ils ont un petit peu plus un terrain de jeu ou un truc qui met les barrières ou les boundaries. Puis là, ils sont plus heureux avec ça. Moi, j'avais la perception que, OK, plus freedom, c'était mieux, mais des fois, c'est pas tout le temps ça. Ah, exact. Puis c'est comme, j'avais déjà entendu des entreprises implanter ça, puis c'est devenu, il y a eu aussi une vague de popularité qui a comme pas trop catch-up, mais les vacances illimitées. Ouais. Moi, je fais de l'anxiété juste à penser à des vacances illimitées, dans le sens que, tu sais, pour moi, ça, c'est du no boundaries, mais après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui abuse, il y a des gens qui vont pas assez l'utiliser, fait que c'est difficile, tu sais, je préfère bien plus donner plus de vacances. Je pense que c'est un peu ça aussi l'avenue que vous avez empruntée, là. Tu sais, nous autres, on a beaucoup quand même de vacances. Après, tu sais, quand tu fais comme ton année de service chez Rablab, tu as déjà un très bon package de vacances. Tu tombes à 5 semaines. Puis, tu sais, je pense que c'est assez avantageux. Fait que, tu sais, on a décidé d'aller dans l'optique qu'on va t'en donner plus que qu'est-ce que tu es habitué d'en avoir. Mais de l'autre côté, tu sais, il n'y aura pas de vacances illimitées parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être pénalisés, puis il y a des gens qui vont abuser. Puis là, c'est comme difficile de, après ça, recadrer ça, puis dire, ouais, vacances illimitées, mais il y a un maximum parce que sinon, tu botches ta job. Fait que
Il y a C'est ça que je il y a toujours un minimum et un maximum. Là. Même toujours. quand tu te mets à lire les fine prints là, dans des bandes passantes ou whatever, il y a toujours des limites. Exact. C'est dans tout. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je suis. Avec une valeur no bullshit, pour moi, avoir des vacances illimitées, ça serait de la bullshit parce que la deuxième question que le monde me demanderait, c'est comme moi, mais là, règle du pouce, là, le monde en prenne combien? T'sais? C'est C'est ça. comme tant qu'à comme finalement que ça finisse avec OK, c'est quoi la règle du pouce? Ah ben c'est 4-5. OK, on peut-tu mettre 4-5 points, là, tu sais, that's it, là? C'est ça, C'est exact. comme what you see is what you get, là. Fait que moi, puis c'est la beauté, tu sais, c'est la beauté d'avoir son entreprise, c'est de faire ces choix-là, tu sais. Mm. Euh, Ce qui est bon pour un est pas bon pour l'autre. Là. Tu c'est sais, ça, c'est ça, vous allez appliquer de quoi chez Agendrix, on va faire comme ça marchera jamais pour nous, puis vice-versa. Là. c'est ça. Donc, c'est ça la beauté. Tu as ton entreprise, tu fais ça comme tu veux. Là. Tu sais, nous, pour la semaine de 4 jours, la semaine de 4 jours, ben, tu sais, avec le télétravail, la flexibilité, j'accepte un peu le fait que, je sais pas, là, les gens aient comme faire leur brassée de lavage entre deux affaires. Puis, tu sais, puis moi, je trouve des fois que, comme justement, cette 35 heures-là peut un peu amener cette flexibilité-là. À 32 heures, on serait tellement, en tout cas dans ma perception, on serait tellement des fois sur la limite de comme le workload que j'ai besoin d'avoir de chaque personne à 100%, que j'ai comme l'impression que, puis je serais curieux d'entendre Rablab, c'est quoi votre stand par rapport à ça, mais j'ai comme l'impression que, tu sais, c'est plate, là, mais tu sais, les appels de la belle-mère puis de la mère sur les heures de travail pour poser une question, tu sais, je veux que comme personne ne se sente mal de prendre ce petit appel-là, prendre un petit 2-3 minutes, puis Mm. après ça, that's it, tu sais. Puis, tu sais, moi, ça, je le factorise un peu dans mon 35 heures, que c'est pas un 35 heures 100% de comme tu es en mode productivité. Là, fait que ça me donne peut-être réalistiquement un 32 heures de pleine productivité. Fait que je suis curieux de savoir, vous autres, c'est comment vous gérez ça? Tu fais-tu un peu encore un trade-off de dire, OK, ben c'est un 32 heures, mais la réelle productivité est peut-être de 28, 29, je sais pas, là, mais. Ben, nous, en fait, tu sais, je pense que la différence avec Agendrix et d'autres entreprises, dans votre cas, c'est que tu sais, vous avez un service à clientèle aussi à desservir sur 5 jours par semaine. Ouais, Puis, tu sais, il y a beaucoup de. Ben, c'est du B2B2C en partie, là. Donc, dans le sens que, tu sais, vous dealez avec, exemple, une compagnie, mettons, un commerce de détail, puis le commerce de détail, eux autres, vous dealez avec leurs 30 employés. Puis, tu sais, ça fait pratiquement du 2C, là, ouais puis je eux, vais eux dire. sont pas à 32 heures semaine. Là, tu sais, Non, une shop, là, une shop, ça roule à 40 heures parce que sinon, ça marche juste pas dans les chiffres. Là. puis le vendredi à 4 heures, il t'appelle pour te demander pourquoi que son app elle marche pas puis que son password ne marche pas. Tu sais, Ouais. ça, je le comprends. Nous autres, dans le fond, on a fait le choix pour se rendre là. Tu sais, ça a été par étape. Il fallait diminuer la quantité de clients. Tu sais, pré-pandémie, on était à 180 clients mensuels qu'on s'occupait avec une vingtaine d'employés. Maintenant, on est rendu 35, on a 47 clients mensuels. Donc, on a réduit la quantité de clients. Deux, on a grossi aussi les clients par la force des choses. Donc, c'est des clients, en fait, qui sont plus gros, puis c'est plus structuré. Donc, on est Ouais, ouais. capable de dire, bon, ben, les rencontres se planifient telle journée, telle journée. Donc, les gens sont passés de 20 à 30 clients à gérer de façon mensuelle à 6 à 10 à peu près, 8 à 12, dépendamment là, des départements. Fait en ayant moins de workload au volume, ça a permis aussi la possibilité de mieux condenser ça dans une plus petite semaine. Puis l'autre chose aussi, ça va passer par l'éducation des clients puis la formation aussi à l'interne pour optimisation du temps. Donc, tu sais, les gens travaillent beaucoup en équipe, mais beaucoup en solo. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de choses qu'ils vont faire en équipe pour faire avancer un projet. Mais après ça, ils vont avoir beaucoup de temps qu'ils vont passer seuls pour être capables de mener ce projet à terme-là. Donc, ça va nécessiter des périodes de focus time que justement, si la belle-mère appelle, ça ne marchera pas parce que tu vas dépasser. Puis nous, en fait, ce qu'on fait, puis, OK, bon, c'est pas le bon terme, je vais dire, mais tu sais, on donne la corde au monde, puis on dit pends-toi pas avec, mais on dit pas ça aux gens, évidemment, mais tu Ouais, sais, mais on comprend le fond de la. On comprend quand même on comprend l'idée derrière. l'analogie, là, la Ouais, ouais. métaphore. Fait en fait, c'est que nous, on dit aux gens, ben, on donne cette quantité d'heures-là facturable par jour de travail, incluant déjà une perte de productivité journalière. En fait, Mhm. mettons sur 8 heures par jour fois 4 jours, donc 8 heures travaillées, ça donne 32 heures. Donc, tu fais notre 32 heures sur 4 jours. Dans le fond, on va demander aux gens d'avoir 6h30 facturables par jour. Fait qu'on a déjà prévu 1h30 non productive, non facturable sur les heures travaillées. Donc, tu sais, justement, peut-être tes temps avec ta belle-mère, avec ta brassée de lavage, mais aussi
les Les meetings catch-up entre internes. équipes, là, ouais, c'est ça. Exact, les catch-up entre équipes, les genres de scrum meeting, toutes les choses dans le fond pour pouvoir faire avancer les projets. Puis que, au bout du compte, au final, ça fonctionne. Ouais. Fait que, je te dis pas que c'est un modèle infaillible, mais pour le moment, à la taille on est, avec le type d'équipe on est, je pense qu'on mérite toujours le type d'entreprise qu'on a avec les gens qu'on a. Mm. Je pense qu'on a attiré les bons talents qui voulaient ça, qui sont motivés par ça. Quand on a implanté la semaine de 4 jours, en passant, on a une personne qui a quitté comme pas très longtemps après, puis une autre que ça marchait moyennement bien. Il y en a, je me souviens toujours d'une personne, je l'aimais beaucoup, être allée travailler du côté client. Elle m'a dit, moi, je voudrais travailler 40-45 heures par semaine puis être rémunéré en conséquence. Mais, un, ça ne fit pas avec la culture qu'on essaie d'implanter. Puis deux, euh, ça marche pas dans l'optique qu'on veut organiser le travail. J'ai une personne qui peut prendre 45 heures de projet, l'autre 32. Fait on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Puis on est hyper transparent dès l'entrevue avec les gens. Je passais des entrevues hier pour un poste qu'on a pour voir l'année prochaine. Puis on le dit à la personne en passant, c'est tant d'heures payées salarié à l'année, pas payé à l'heure. Donc, même si vous travaillez plus, bon, il n'y a pas cette possibilité-là. Tu as ton workload, Ouais. tu as tout ce qui est attendu. Puis c'est ça. Ben, de l'annoncer clairement dès le départ, je pense que ça fait toute la différence. Puis c'est la beauté, puis c'est pour ça qu'à la fin de la journée, je suis rarement fermé sur une idée. Tout est contextuel à la taille, au moment où puis les gens, des fois, ont la mentalité de comme il n'y a pas de retour en arrière, mais c'est pas Mm. vrai. Tu sais, tout est une entreprise, ça s'adapte au climat, au contexte, à plein de choses. Puis pour moi, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas nécessairement, va pas dicter ce qui va être fait l'année prochaine. Fait que c'est le fun qu'il y ait des entreprises qui le testent comme ça, comme vous faites. Nous, on teste d'autres choses. Puis je pense Exact. que ça fait partie de comme l'idée d'inspirer d'autres entreprises, d'autres industries. Puis comme tu l'as dit tantôt, nous, c'est ce qu'on essaie de faire en éduquant, en inspirant un peu. Il y a tellement d'industries en construction, en commerce de détail, en restauration qui pourraient bénéficier de ce qu'on fait en tech d'un point de vue culture. Mm. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée. Là. Notre mission, c'est de centrer la gestion sur l'humain. Ben, tout ça autour, ben, ça amène comme des meilleures pratiques RH dans des industries où ça a souvent été négligé. Fait c'est le même à vrai dire qu'on a réussi à se différencier, je crois, de beaucoup, beaucoup de joueurs dans notre space, qui est un space assez compétitif. 100%. Mathieu, pour clore la discussion, pour le mot de la fin, c'est quoi le futur en 1 minute de Agendrix? Puis après ça, j'aime tout en ça que tu me laisses sur le mot de la fin, là, ton feeling du moment. Là. Ouais, encore beaucoup de nouveautés RH. Aussi, pas un resserrement, mais un refocus vers nos trucs, nos fonctionnalités primaires, là, la gestion d'horaire. Je ne veux pas dire qu'on l'a négligé, mais à un moment donné, quand tu mets de l'énergie sur quelque chose d'autre, forcément, tu n'en mets pas sur d'autres choses. Mm. Donc, un petit retour sur certaines fonctionnalités qu'on voit clés pour la gestion des horaires, qui est notre core encore. On a beaucoup, beaucoup de traction en Europe. Donc, puis l'année passée, on a eu des belles percées marketing, mais d'un point de vue produit, on n'a pas été aussi sharp que je l'aurais voulu d'un point de vue roadmap pour mieux répondre aux besoins des Européens. Fait que cette année, on va y consacrer beaucoup plus de bandes passantes sur notre roadmap pour sortir du Québec. Donc, on avait comme ambition puis comme objectif d'être le joueur numéro un en gestion d'horaire auprès de la PME au Québec. Puis on l'a atteint. Donc, aujourd'hui, c'est de garder cette position-là, mais en même temps faire des choix de dire, OK, ben si on veut continuer à croître et aller à la vitesse qu'on veut, ça ne peut pas juste passer par le Québec. Mm. Puis, il y a une fierté aussi comme entrepreneur d'amener de la nouvelle argent au pays. Là, c'est le fun que Ah ce ouais, soit exact. même Canada anglais vers le Québec, mais encore mieux comme à l'extérieur du Canada. Exact. Il y a une fierté dans ça. Puis après ça, d'investir dans des salaires bien payés ici au Québec, dans notre communauté via des dons puis des implications dans des organismes. Fait que, ça me fait beaucoup vibrer. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup de ça, là, d'aller chercher plus de traction à l'international. Ça reste toujours un gros topic, là, si on veut, pour Agendrix. Incroyable. Ben écoute, on te suivra assurément dans les prochaines années, puis on va vous souhaiter beaucoup de succès dans les autres pays en Europe ou peu importe vous irez. Donc, puis le mot de la fin, ton humeur actuelle, temps des fêtes, on est le 21 décembre, au moment de l'enregistrement, on est à minuit moins une du temps des fêtes.
Ouais, ouais, ben, bonne question. Mot de la fin, je te dirais que prenez du temps pour relaxer. Tu sais, des fois, l'erreur que j'ai faite trop dans le passé, c'est de prendre des vacances, mais j'étais pas vraiment en vacances, là. J'étais sur mon sel, puis, tu sais, là, depuis, quand je me prends des maintenant, quand je déconnecte plus, tu sais. Quand je dois glisser, je check pas mon sel, je glisse juste avec les enfants, tu sais. De se consacrer vraiment 100 de notre concentration à la tâche qu'on fait, qui est pas related au travail. Ça serait ça mon takeaway de prendre le temps à comme vraiment profiter du moment, là, si on veut, là. Ben, ça sera ça le mot de la fin, puis je peux pas être plus d'accord. Fait que merci beaucoup Mathieu Allaire. Donc, c'était l'épisode avec Mathieu Allaire de chez Agendrix, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. On a un compte TikTok maintenant, LinkedIn. Vous pouvez vous abonner à notre infolette. Donc, on a une infolette, on envoie du contenu. Donc, 2 infolettes par mois. Jamais de spam, jamais de pub. Tout le temps du contenu informatif à propos de l'industrie. Puis à propos aussi des pratiques RH en marketing numérique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes et on vous dit à un prochain épisode. Salut!